Arrête d'essayer, m'a dit ma femme. C'est pathétique. Je l'ai écouté et j'ai tout arrêté, y compris le mariage. C'est à ce moment-là qu'elle a réalisé que ces moments, pathétiques, étaient ce qui nous maintenait ensemble. Imaginez-vous ça. Vous êtes sur l'esplanade du Trocadéro, à Paris. La tour Eiffel, étincelante dans le coucher de soleil, un quatuor à cordes jouant derrière vous, et un photographe positionné près du point de vue. 2 semaines de planification pour votre 7e anniversaire. Un pique-nique de la Porte Rose, du champagne au frais, un livre photo personnalisé emballé dans du papier argenté. Vous vous sentez plutôt fier de vous, n'est-ce pas? Eh bien, laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé lorsque ma femme, Michel, est arrivée avec 40 minutes de retard avec sa collègue de travail, Véronique. Elle était au téléphone. Quand elle a finalement levé les yeux et a vu le quatuor, le photographe, toute l'installation élaborée, elle a levé les yeux au ciel. Puis est venu ce soupir fort et exaspéré. « Oh mon Dieu » dit-elle à Véronique. « Pas à moi. Pas encore ça. » Je m'étais versé un verre en attendant, espérant calmer mes nerfs. Maintenant, je me tenais là, tenant la flûte de champagne, regardant son visage se tordre en quelque chose entre l'embarras et la colère. Michel m'a regardé droit dans les yeux. « Arrête d'essayer » dit-elle, assez fort pour que le couple près de la balustrade se retourne pour regarder. C'est pathétique. As-tu la moindre idée à quel point c'est épuisant? Véronique se décala, mal à l'aise, mais Michel lui attrapa le bras. Non, reste. Peut-être que tu pourras lui expliquer que les couples normaux ne font pas constamment ces trucs désespérés. Elle désigna l'installation. C'est mortifiant. Le photographe baissa son appareil. Le violon du quatuor s'éteignit dans le silence. Tu as absolument raison, dis-je, d'une voix calme. Je vais arrêter. La confusion sur son visage en valait presque la peine. J'ai payé le photographe le double et je l'ai remercié, j'ai généreusement donné un pourboire au quatuor. Tout cela pendant que Michel se tenait là, bouche bée, Véronique ayant l'air de vouloir disparaître. J'ai remballé le pique-nique, plié la couverture, glissé le livre photo non ouvert sous mon bras. Pendant tout ce temps, Michel regardait. « Qu'est-ce que tu fais » demanda-t-elle finalement. « J'arrête. Tu viens de m'apprendre quelque chose de précieux. La romance est pathétique quand elle est à sens unique. Alors, j'ai fini d'être pathétique. Julien, nous avons des réservations pour le dîner. Annule-les. Tu pourras expliquer que j'étais encore en train d'être pathétique. Je rentre à la maison. J'ai marché jusqu'au parking sans me retourner. Le trajet de retour fut silencieux. Pas de radio, pas d'appel téléphonique, juste moi et la prise de conscience que je m'étais donné en spectacle pour un public qui ne regardait pas. 7 ans de déjeuner surprise, de week-ends improvisés, à me souvenir de chaque détail qu'elle mentionnait. 7 ans à essayer de mériter quelque chose qu'elle n'allait jamais donner. À la maison, j'ai décroché les photos encadrées de nos voyages et je les ai rangées dans le placard. J'ai retrouvé tous ces pense-bêtes que j'avais laissés dans la maison où tu es incroyable sur son miroir, je pense à toi sur la machine à café, je les ai jetés, j'ai supprimé les rappels du calendrier pour sa commande de café préférée, les livraisons de déjeuner, les commandes de fleurs, chaque geste automatique, chaque tentative pathétique. Quand Michel est rentré 2 heures plus tard, l'ambiance de la maison était différente. Écoute, commença-t-elle en posant son sac sur le comptoir. J'étais stressé par le travail. Cette réunion avec le client s'est mal passée, et Je t'ai très bien entendu, l'interrompis-je, sans lever les yeux du livre que je lisais. Message reçu. Fini le comportement pathétique. Tu dramatises. Je suis pratique. Tu as identifié un problème dans notre mariage. Je le résous. Elle me fixa longuement, attendant probablement le schéma habituel, celui où je m'excuserais de l'avoir mise mal à l'aise, où je promettrais de me calmer, où, d'une manière ou d'une autre, je ferais de ses sentiments ma responsabilité à réparer. Cette version de moi avait disparu. Très bien, dit-elle finalement. Peut-être que nous devons tous les deux être plus réalistes sur ce qu'est réellement le mariage. Ces mots allaient la hanter plus tôt qu'elle ne le pensait. Le lendemain matin, c'était samedi. Pendant 7 ans, j'avais apporté le café au lit à Michel. Chaque week-end, sans exception, sa commande spécifique, un latte au lait d'avoine avec une pincée de cannelle, fait avec notre machine à expresso coûteuse.
J'avais perfectionné le ratio de mousse, mémorisé la température exacte qu'elle préférait. Ce samedi-là, je me suis préparé une simple tasse de café filtre et je me suis assis à la table de la cuisine pour lire les nouvelles sur ma tablette. Quand Michel est descendu à 9h30, les cheveux encore en désordre de sommeil, elle s'est arrêtée dans l'embrasure de la porte. Elle m'a regardé, a regardé ma seule tasse de café, puis m'a de nouveau regardé. Le café est dans la cafetière, dis-je sans lever les yeux. Le lait d'avoine est dans le réfrigérateur. Je pouvais la sentir me fixer, attendant que je me lève d'un bond, que je m'excuse pour cet oubli, que je me précipite pour lui préparer sa commande habituelle. Comme je ne fis rien de tout cela, elle souffla et se prépara son propre café avec la machine à expresso. La machine a émis un bip. Agacée, elle a fermé une porte de placard plus fort que nécessaire. Elle s'assit en face de moi avec sa tasse, et je pouvais presque entendre son cerveau fonctionner, essayant de déterminer si c'était une punition ou une situation permanente. Ce n'était ni l'un ni l'autre. C'était de la clarté. « Alors, tu vas vraiment faire ça ?» dit-elle. « Faire quoi ?»« Ça. » Ce silence, cette froideur. « Je ne suis pas froid », répondis-je en posant ma tablette. « Je ne suis juste pas pathétique. » C'est une grande différence. Dès le lundi, les changements étaient systématiques. Pas de texto de bonjour, pas de message pour prendre des nouvelles à midi. Je suis rentré à 18h15. Je n'ai pas demandé comment s'était passée sa journée. « Tu n'as pas préparé assez de dîner pour moi ?» demanda-t-elle. « Il y a plein de choses dans la cuisine si tu veux cuisiner quelque chose. » Mardi, elle a mentionné sa grande présentation. « Souhaite-moi bonne chance. » Bonne chance pour ça. Elle est rentrée pleine d'entrain, voulant partager. Julien, Richard, mon patron, a vraiment complimenté. Ça a l'air bien. C'est tout ? Qu'est-ce que tu voudrais que je dise ? Montre un peu d'intérêt. Tu as qualifié mon intérêt de pathétique. Je respecte tes souhaits. Mercredi matin, je suis parti pour la salle de sport à 5h30, j'ai réactivé mon ancien abonnement. Depuis quand vas-tu à la salle de sport ? demanda-t-elle. Depuis que j'ai du temps libre le matin. Jeudi, sa voiture a fait un bruit de grincement. Ma voiture fait encore ce bruit. Tu devrais faire vérifier ça. Tu ne vas pas m'aider ? Tu peux chercher des garagistes sur Google et passer un coup de fil. Vendredi, elle a suggéré une soirée en amoureux, la première fois qu'elle en prenait l'initiative depuis des mois. Je rejoins des gars du travail pour boire un verre. Tu es libre de faire tes propres plans. Depuis quand sors-tu avec des collègues ? Depuis cette semaine. J'élargis mon cercle social. Ce week-end-là, j'ai fait ma propre lessive. Juste la mienne. Samedi après-midi, j'ai passé 3 heures au marché des enfants rouges, pas pour nous faire des courses, juste pour me promener, prendre des photos. Je me suis acheté des tournesols et je les ai ramenés à la maison. Michel les a vus sur le comptoir de la cuisine. Tu as acheté des fleurs ? Oui. Elle attendit. Je les ai prises et les ai emmenées dans la chambre d'amis que j'utilisais comme bureau. J'ai fermé la porte. Je l'ai entendu au téléphone avec sa mère. Il me laisse enfin respirer. C'est tellement mieux comme ça, dit-elle, assez fort pour que je l'entende. J'ai continué à organiser le bureau dans mon bureau improvisé. Ce que Michel n'avait pas anticipé, c'est que lorsque j'ai arrêté d'être romantique, j'ai arrêté tout ce qui n'était pas nécessaire. Pas de baiser de bonjour. Pas de questions sur ses projets. Je ne me souciais pas de savoir si elle rentrait tard. À la fin de la 2e semaine, des fissures apparaissaient. Tu vas me demander comment s'est passée ma réunion aujourd'hui, dit-elle un matin. Veux-tu m'en parler ? Eh bien, ça s'est très bien passé. Tant mieux pour toi. Je suis retourné à mes courriels. Le silence était magnifique. Elle est restée là, attendant un engagement qui n'est jamais venu. Ce soir-là, elle a essayé de cuisiner le dîner, le présentant comme si elle avait résolu la faim dans le monde. J'ai préparé le dîner. Merci. Je me suis servi et me suis assis. Pas de compliments, pas de discours d'appréciation. Elle me regardait manger, dans l'expectative. Quand les éloges ne sont jamais venus, elle a commencé à divaguer sur les drames du bureau.
J'ai écouté poliment, hoché la tête et n'ai offert que des réponses basiques. Tu es bizarre, dit-elle. En quoi? Tu es différent. Distant. Je suis exactement ce que tu as demandé. Ni pathétique, ni à en faire trop. Elle n'a pas aimé cette réponse. Le samedi suivant, elle a annoncé qu'elle allait faire les boutiques avec des amis. Amuse-toi bien, dis-je. Elle a traîné près de la porte, attendant clairement plus d'engagement. Je pourrais rentrer tard. D'accord. Jean, vraiment tard. Compris. La frustration sur son visage était visible, mais elle est partie. J'ai passé la journée à faire exactement ce que je voulais. J'ai réparé le robinet qui fuyait dans la salle de bain, chose que je remettais à plus tard, j'ai organisé mes outils dans le garage et j'ai lu un livre sans interruption. C'était le samedi le plus paisible que j'avais eu depuis des mois. Quand Michel est rentré ce soir-là, chargé de sacs de courses, elle semblait presque déçue que je ne lui ai pas manqué. Elle a commencé à me montrer tout ce qu'elle avait acheté, espérant clairement mes réponses intéressées habituelles. « Que penses-tu de cette robe » demanda-t-elle, tenant quelque chose de bleu. Elle a l'air jolie. Juste jolie? C'est une robe. Elle est bleue. Que voudrais-tu que je dise d'autre? Je ne sais pas. Peut-être montrer un peu d'intérêt pour ta femme. C'est là que je lui ai sorti la phrase qui a tout changé. J'ai montré de l'intérêt pendant 7 ans. Tu as appelé ça pathétique. Alors maintenant, tu as cette version. Félicitations. Les sacs de courses sont tombés par terre. Elle me regarda comme si je venais de parler une langue étrangère. Ce n'était pas le mari qu'elle connaissait, celui qui se suspendait à ses lèvres et célébrait chaque petite chose qu'elle faisait. Je passais une mauvaise journée quand j'ai dit ça, tenta-t-elle. Peut-être. Mais tu l'as dit devant ta collègue, ce qui signifie que tu y pensais depuis un moment. Les mauvais jours ne créent pas de nouvelles opinions, Michel. Ils nous rendent simplement honnêtes sur celles que nous avons déjà. Elle n'eut rien à répondre à cela. Pour la première fois de notre mariage, je l'avais laissée sans voix. Cette nuit-là, elle a tenté d'initier une intimité physique, pensant probablement que cela réinitialiserait notre dynamique. Je n'ai pas refusé, mais il n'y avait aucune connexion émotionnelle, juste une participation mécanique. Elle a obtenu ce qu'elle demandait techniquement, mais ce n'était clairement pas ce qu'elle voulait réellement. Après, couchée dans le noir, elle a demandé « Qu'est-ce qui nous est arrivé ?» Tu as eu ton vœu. Fini les gestes romantiques pathétiques. Fini les tentatives désespérées de te rendre heureuse. Juste 2 personnes qui partagent des frais de subsistance. À la 3e semaine, Michel perdait complètement la tête. La femme qui avait déclaré avec assurance que mes efforts romantiques étaient pathétiques essayait maintenant désespérément d'obtenir n'importe quelle réaction émotionnelle de ma part. Elle a commencé par de petits tests. Elle a mentionné comment son collègue masculin, Sébastien, avait complimenté sa tenue, a parlé de comment son ex de l'université lui avait envoyé un message sur LinkedIn, et a même évoqué à quel point le mari de son ami était attentionné par rapport à d'autres hommes. Chaque commentaire était une partie de pêche, attendant que je montre de la jalousie, de l'inquiétude, n'importe quoi qui prouverait que je tenais encore assez à elle pour me battre. Ma réponse était la même à chaque fois. C'est intéressant. Puis je retournais à ce que je faisais. L'absence de réaction la rendait folle. Elle s'était tellement habituée à mon investissement émotionnel que mon indifférence lui donnait l'impression de vivre avec un étranger. Et à bien des égards, j'en devenais un. J'avais commencé à suivre un cours de photographie aux ateliers des Beaux-Arts de la ville de Paris, le samedi matin de 8h à midi. C'était quelque chose que j'avais toujours voulu faire mais pour lequel je n'avais jamais eu le temps, car j'étais trop occupé à planifier des brunchs élaborés que Michel tolérait. Quand je l'ai mentionné, sa réponse a été immédiate. Nous faisons toujours un brunch le samedi. Nous n'avons pas fait de brunch depuis 3 semaines, depuis que j'ai arrêté de le suggérer. Maintenant, j'ai d'autres projets. Qu'est-ce que je suis censé faire? Tout ce que tu veux. Tu es une adulte douée de libre arbitre. L'expression sur son visage était fascinante, comme si elle venait de réaliser que sa marionnette préférée avait coupé ses propres ficelles. Lundi, Michel a acheté une robe chère et l'a essayée dans le salon. Autrefois, j'aurais tout laissé tomber, lui aurais dit à quel point elle était magnifique, lui aurais demandé où elle voulait la porter et lui aurais proposé de l'emmener dans un endroit spécial. Cette fois,
j'ai levé les yeux de mon livre. Elle a l'air jolie, c'est tout. Juste jolie? C'est une jolie robe. Que voudrais-tu que je dise d'autre? Avant, tu te souciais de ce genre de choses. Avant, je pensais que mon opinion sur tes vêtements comptait pour toi. J'ai appris le contraire. Mercredi soir, elle m'a envoyé un texto pour dire qu'elle rentrerait très tard. Vers avec des collègues. Elle est rentrée à 1h30 du matin. Je dormais. Elle a essayé de me réveiller. Tu ne veux pas savoir où j'étais? Tu as texté que tu étais avec des collègues. Bonne nuit. Je me suis retourné et me suis rendormi. Je pouvais la sentir allongée là, éveillée à côté de moi, perturbée par mon manque de réaction. Vendredi, elle a mentionné nonchalamment, « Oh, savais-tu que c'est l'anniversaire d'Hélène la semaine prochaine ?» Pause. Attente. Pendant 7 ans, j'avais tenu un calendrier détaillé des anniversaires de tous ses amis et membres de sa famille. Je le lui rappelais des semaines à l'avance, suggérais des idées de cadeaux réfléchis, et parfois même je commandais les cadeaux moi-même. Non, je ne le savais pas, dis-je. Tu ne vas pas m'aider à trouver un cadeau? Je ne connais pas assez bien Hélène pour avoir une opinion sur ce qui lui plairait. Elle est partie en trombe dans la chambre, et j'ai entendu la porte se fermer plus fort que nécessaire. Ce week-end-là, elle a essayé de forcer une conversation. Pouvons-nous parler de ce qui se passe ici? De quoi voudrais-tu parler? De cette froideur, de cette distance. Je ne suis pas froid. Je ne suis juste plus pathétique. Si tu veux de la chaleur, tu devras la mériter de la même manière que j'ai essayé de mériter ton respect pendant 7 ans. C'est cruel. C'est honnête. Tu voulais de l'honnêteté, n'est-ce pas? Fini les gestes romantiques désespérés qui obscurcissent la vérité sur ce qu'est réellement ce mariage. Je pouvais la voir lutter avec ça. L'homme qui mendiait son attention avait disparu, remplacé par quelqu'un qui n'avait pas besoin de sa validation pour se sentir entier. Dimanche, j'ai mentionné que j'avais rejoint un groupe de randonnée. Il se réunit chaque week-end pour explorer les sentiers autour de la région de Paris. « Depuis quand fais-tu de la randonnée ?» demanda-t-elle. « Depuis que j'ai du temps libre le dimanche. Nous passions les week-ends ensemble avant. Nous passions les week-ends où je planifiais des activités que tu tolérais. Maintenant, tu peux planifier les tiennes. » Au début du mois d'octobre, la panique de Michel s'intensifiait. Elle a, accidentellement, laissé son téléphone ouvert sur une conversation par texto avec Sébastien, son collègue masculin. Les messages étaient aguicheurs, à la limite de l'inapproprié. Elle l'a laissé sur le comptoir de la cuisine où je le verrais certainement. Je l'ai vu, j'ai déplacé le téléphone vers le chargeur et n'ai rien dit. Je pouvais la sentir m'observer depuis le couloir, attendant l'explosion qui n'est jamais venue. Finalement, elle n'a pas pu s'en empêcher. « As-tu vu mon téléphone? » « Oui. » « Tu l'as laissé sur le comptoir. » « Je l'ai mis sur le chargeur. » « L'as-tu regardé? » « J'ai vu qu'il était déverrouillé. » « Tes affaires sont tes affaires. » « Ça ne te dérange pas que Sébastien m'envoie des textos? » Devrais-je? Sa frustration était palpable. Chaque test échouait. Chaque tactique de manipulation rebondissait sur moi comme la pluie sur un imperméable. Mercredi, sa sœur, Chloé, est arrivée de Lille. Michel lui avait clairement demandé de venir, espérant probablement du renfort pour l'intervention qu'elle préparait. Chloé m'a trouvé dans le garage en train d'organiser mes outils. Michel dit que vous traversez une période difficile. Nous ne traversons rien du tout. J'ai simplement ajusté mon comportement en fonction de ses retours. Elle est vraiment contrariée. J'imagine que le changement est difficile quand on a été à l'aise avec le déséquilibre. C'est un peu dur, tu ne trouves pas? Est-ce dur d'arrêter de faire des choses que quelqu'un a qualifiées de pathétiques? Je pensais être respectueux de ses souhaits. Plus tard, je les ai entendus parler dans la cuisine. Elle ne chuchotait pas. Il est comme une personne complètement différente, disait Michel. À quoi t'attendais-tu? Répondit Chloé. Tu l'as humilié en public. Je ne faisais que me défouler. Il fait ce genre de truc tout le temps, ces gestes grandiloquents. Quel truc? Être gentil avec toi, planifier des choses, montrer qu'il se soucie de toi. Je me sentais étouffé. Et maintenant tu étouffes de son absence.
Peut-être que ça te dit quelque chose. De quel côté es-tu? Je suis du côté de ceux qui ne détruisent pas leur mariage à cause de leur propre incapacité à apprécier ce qu'ils avaient. J'ai continué à organiser mes outils, mais j'écoutais. Et pour la première fois, je me suis senti validé. Quelqu'un d'autre le voyait. Quelqu'un d'autre comprenait. Vendredi soir, j'ai mentionné que j'allais à une exposition de photographie au Centre Pompidou. Je n'ai pas invité Michel. Avant, ça aurait été automatique. Je viendrai avec toi, dit-elle, si tu veux. Au musée, quelque chose a changé. J'étais véritablement absorbé par l'art, parlant de composition et de lumière avec la passion que je réservais habituellement à la planification de surprises pour elle. Elle m'observait comme si elle voyait un étranger. « Tu aimes vraiment ça ?» dit-elle doucement. « Oui. Je ne savais pas que tu étais si passionné de photographie. » Je l'ai regardé alors, je l'ai vraiment regardé. « Tu n'as jamais demandé. » Nous sommes rentrés en silence, et je pouvais sentir son esprit travailler. Elle commençait à réaliser à quel point elle me connaissait peu, à quel point notre relation avait tourné autour de ce que je pouvais faire pour elle, et non de qui j'étais réellement. Quand novembre est arrivé, Michel était en mode désespoir total. Elle a commencé à essayer de recréer notre ancienne dynamique, mais à l'envers. D'abord, elle a essayé de planifier un dîner surprise à la Porte Rose, a réservé la table de notre tout premier rendez-vous, et m'a fait venir sous le prétexte de la retrouver en ville après le travail. Quand je suis entré et que j'ai vu l'installation, j'ai tout de suite compris ce qu'elle faisait. Mais j'ai joué le jeu, poliment, calmement. « Tu te souviens de notre premier rendez-vous ici ?» demanda-t-elle, la voix pleine d'espoir. « Oui, tu étais si nerveuse que tu as renversé le verre de vin. Je me souviens que c'est ce soir-là que tu m'as dit que j'étais la personne la plus fascinante que tu aies jamais rencontrée. Ça ressemble à quelque chose que j'aurais dit. » Elle attendit que je développe le souvenir, que je partage la nostalgie romantique. « Aurait dit ?» demanda-t-elle finalement. « Tu ne le penses plus ? Je pense que tu es intelligente et capable. Que tu sois fascinante et subjectif. » Le reste du dîner se déroula dans un silence gênant. Au dessert, elle avait les larmes aux yeux. « Est-ce que ça va ?» demandai-je. « Non. C'était censé arranger les choses. On ne peut pas recréer quelque chose qu'on n'a pas apprécié la première fois. » Quelques nuits plus tard, elle a initié une intimité. Je n'ai pas refusé, mais après, quand elle a essayé de se blottir contre moi, je me suis levé. « Je vais prendre une douche. On peut juste parler ? » De quoi ? De nous ? De ce qui se passe. Je l'ai regardée, assise là dans le lit, l'air petite et vulnérable. Nous avons eu des relations. Nous sommes mariés. C'est ce qui se passe. Ce n'était pas comme ça avant. Correct. Avant, c'était pathétique. Maintenant, c'est pratique. Puis vint son plus grand geste. Elle a planifié un week-end surprise à Honfleur où nous avions passé notre lune de miel, a réservé l'hôtel et organisé des activités. Elle me l'a présenté un mercredi soir, clairement fière d'elle. J'apprécie l'effort, dis-je. Mais j'ai mon cours de photo le samedi et une randonnée prévue le dimanche. Tu ne peux pas les manquer ? J'ai tout planifié. Tu as planifié sans me demander si j'étais disponible. Ce n'est pas planifié pour nous, Michel. C'est décidé pour moi. Alors, tu n'iras pas ? J'ai des engagements. Tu es libre d'y aller seul ou de reprogrammer pour un week-end où tu auras vérifié avec moi d'abord. C'est exactement ce que tu faisais pour moi avant. Oui. Et tu as appelé ça pathétique. J'ai appris. Le samedi 4 novembre, tout a atteint un point critique. Je suis rentré du cours de photo, enthousiaste à propos d'une technique que j'avais apprise, mais je ne l'ai pas immédiatement partagée avec Michel. Je suis allé dans mon bureau et j'ai commencé à retoucher des photos sur mon ordinateur portable. Michel a frappé à la porte. Frappé. Elle n'avait jamais fait ça avant. « Il faut qu'on parle », dit-elle quand j'ai ouvert. Vraiment parler. Je pouvais voir son téléphone dans sa main, l'application de notes ouverte. Elle s'était préparée pour ça. D'accord. Nous nous sommes assis dans le salon, elle en face de moi, et je pouvais voir qu'elle tremblait légèrement. Tu me punis.
Tu me punis depuis presque 2 mois. Je ne punis personne. Si, tu le fais. Tu retiens ton affection. Tu es distant. Tu es froid. Tu fais ça pour me faire du mal. Je fais exactement ce que tu m'as demandé de faire. Tu vas trop loin. Je me suis penché en avant. Défini est trop loin. J'ai arrêté de t'apporter le café. C'est trop loin. J'ai arrêté de planifier des rendez-vous dont tu te plaignais. Trop loin. J'ai arrêté de t'envoyer des textos constamment. Où est la limite, Michel? Tu sais ce que je voulais dire. Je ne voulais pas dire tout arrêter. En fait, je ne sais pas ce que tu voulais dire. Tu as dit que mon comportement était pathétique. Quelle partie? Les fleurs, les surprises, l'attention? Tu n'as jamais précisé, alors j'ai tout éliminé. Une personne normale se serait juste calmée, elle n'aurait pas tout coupé complètement. Une personne normale n'aurait pas humilié son conjoint en public. Nous apprenons tous les deux de nouveaux comportements. Elle pleurait maintenant. De vraies larmes, pas de la manipulation. Tu ne m'aimes plus. Je n'ai jamais dit ça. Alors prouve-le. Montre-le-moi. La dernière fois que je te l'ai montré, tu as dit que c'était pathétique devant ta collègue. Pourquoi recommencerais-je? Sa voix se brisa. Je ne sais pas comment réparer ça. C'est la chose la plus honnête que tu aies dite. Peux-tu m'aider? Dis-moi quoi faire. Non. Elle leva les yeux, choquée. Quoi? J'ai passé 7 ans à essayer de comprendre ce qui te rendrait heureuse. J'ai fait tout ce que je pouvais imaginer. Tu as appelé ça pathétique. Maintenant, c'est à ton tour de trouver la solution. Mais je ne sais pas comment. Alors nous avons un problème. Elle sanglotait maintenant, et une partie de moi, une petite partie, voulait la réconforter. Mais je suis resté où j'étais. Je voulais juste que tu te soucies de moi sans que ce soit si évident, dit-elle à travers ses larmes, sans que tu aies autant besoin de moi. Voilà. La vérité. Tu voulais que je t'aime en secret, dis-je lentement. Que j'ai besoin de toi en silence, que je te fasse te sentir spécial sans exiger de réciprocité. Ce n'est pas, c'est exactement ça. Tu voulais la sécurité émotionnelle sans l'effort émotionnel. Tu voulais être aimé sans avoir à aimer en retour de manière visible. Je t'aime. Quand est-ce que tu l'as montré pour la dernière fois? Et je ne parle pas de ces tentatives désespérées des 2 dernières semaines. Quand est-ce que tu as fait quelque chose pour moi pour la dernière fois, juste parce que tu voulais me rendre heureux? Le silence s'étira entre nous. Elle ne pouvait pas répondre parce que nous connaissions tous les deux la vérité. C'est bien ce que je pensais, dis-je finalement. Elle essuya ses yeux. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est à toi de voir. Mais comprends bien ceci, l'homme qui aurait accepté d'émietter est parti. Si tu veux être marié à moi, le vrai moi, tu dois décider si tu es prête à faire le travail. Quel travail? Décide si tu veux être marié ou si tu veux juste être dans le confort. Tu ne peux plus avoir les deux. Tu as jusqu'au nouvel an. Ça fait 2 mois. Montre-moi sincèrement que tu accordes de la valeur à cette relation, non pas par des gestes grandioses ou en recréant le passé, mais par un effort constant et authentique. Et si tu ne peux pas, alors nous saurons tous les deux que ce mariage est mort sur l'esplanade du Trocadéro et que nous ne faisons que veiller le corps. Les 8 semaines suivantes furent les plus étranges de notre mariage. Michel essayait. Je pouvais le voir, mais je pouvais aussi voir qu'elle ne comprenait pas vraiment ce que je demandais. Elle a commencé à me faire du café le matin, me l'apportant sans prévenir. Je la remerciais à chaque fois, mais je ne répondais pas avec la gratitude qu'elle espérait clairement. Elle apprenait ce que c'était que de donner sans réciprocité immédiate. Elle m'a posé des questions sur mon cours de photo. De vraies questions, précises. Elle écoutait mes réponses, n'interrompait pas et ne ramenait pas la conversation à elle. C'était un progrès, mais cela semblait performatif. Puis est venu le jour où elle s'est présentée à mon exposition étudiante aux ateliers des Beaux-Arts. Je ne m'y attendais vraiment pas. Je l'avais mentionné en passant, mais je ne l'avais pas invitée. Elle est entrée dans la galerie, a regardé mes photos accrochées au mur des clichés en noir et blanc de l'architecture de Paris, quelques portraits d'inconnus que j'avais rencontrés lors de mes randonnées et j'ai vu sur son visage quelque chose que je n'avais pas vu depuis des années.
De l'intérêt. Un intérêt réel. Je ne m'attendais pas à te voir ici, dis-je quand elle s'est approchée. Je voulais voir sur quoi tu as travaillé. Elle a rencontré mes camarades de classe, leur a parlé de photographie, s'est engagée sincèrement. Un instant, j'ai senti une étincelle de notre ancienne connexion, mais elle s'est rapidement estompée car je la voyais toujours m'observer, mesurer ma réaction, essayer de déterminer si elle en avait fait assez pour regagner mes bonnes grâces. Le dimanche suivant, elle a demandé à se joindre à mon groupe de randonnée. Nous allions dans la forêt de Fontainebleau, sur un sentier assez difficile. C'est un sentier difficile, l'ai-je prévenu. Je peux le faire. Elle avait acheté de bonnes chaussures de randonnée et s'était habillée de manière appropriée. La randonnée était clairement dure pour elle. Elle n'était pas en grande forme et la pente était raide, mais elle ne s'est pas plainte une seule fois. Quand elle avait du mal dans les sections rocheuses, je l'aidais, le premier contact physique depuis des semaines qui semblait naturel. Au sommet, surplombant la forêt avec Paris visible au loin, elle a sorti son téléphone et a pris une photo de moi. « C'est pourquoi ?» demandai-je. « Je veux me souvenir de toi comme ça. » Heureux. Quelque chose s'est serré dans ma poitrine, mais je ne l'ai pas laissé paraître. La semaine de Thanksgiving, Michel a suggéré d'accueillir sa famille au lieu d'aller chez sa mère à Neuilly-sur-Seine comme d'habitude. Elle a cuisiné avec mon aide, qu'elle a demandé au lieu de l'exiger ou de s'y attendre. Pendant le dîner, sa mère a fait un de ses commentaires désobligeants habituels à mon sujet, quelque chose sur le fait que je grandissais enfin, et que je n'étais plus si en demande. L'ancienne Michel aurait ri, en aurait rajouté. La nouvelle Michel a dit, en fait, maman, Julien a été incroyablement patient avec moi, plus que je ne le méritais. Le silence s'est fait à table. Même son père a levé les yeux de son assiette. J'ai croisé son regard de l'autre côté de la table. Elle a soutenu mon regard. C'était vulnérable et honnête, et pour la première fois en des mois, j'ai vu un changement sincère. Mais était-ce suffisant? Le vendredi après Thanksgiving, au lieu d'aller faire les boutiques sa tradition habituelle du vendredi noir, elle est restée à la maison et m'a interrogé sur ma photographie. Veux-tu m'apprendre? Je veux comprendre ce que tu vois. Nous avons passé l'après-midi avec mon appareil photo. Elle n'était pas douée, mais elle a essayé. Vraiment essayé. Elle a posé des questions sur la composition et la lumière, a pris des photos terribles et en a ri au lieu de se frustrer. Je lui ai montré comment cadrer une photo, me tenant derrière elle, ajustant ses mains sur l'appareil. C'était le genre de moment que nous avions l'habitude d'avoir quand nous sortions ensemble, quand elle me regardait encore comme si j'étais quelqu'un qui méritait son attention. À la mi-décembre, les choses semblaient meilleures. Plus de conversation, une certaine affection physique. La distance se comblait. Michel a commencé à se détendre, à sentir qu'elle me reconquérait. C'est là qu'elle a dérapé. J'ai mentionné que je pensais faire un voyage photo sur la côte d'Opale juste après Noël, 3 jours en solo pour capturer la lumière d'hiver. Seul? Le mot est sorti sèchement. Pendant les fêtes? La lumière est censée être incroyable fin décembre. Mais c'est notre moment à nous. Je l'ai regardé attentivement. Tu ne voulais pas que je sois là, tu te souviens. Elle s'est reprise. J'ai pu voir la prise de conscience sur son visage. Ce n'est pas. Je suis désolé. De vieilles habitudes. Mais le mal était fait. Cette seule réaction m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Plus tard dans la journée, je suis rentré du travail plus tôt et je l'ai entendu au téléphone avec Véronique, la même amie qui avait assisté au désastre du Trocadéro. J'ai tout fait correctement, disait Michel. Toutes les choses qu'il veut, mais il prévoit toujours de partir pour Noël. Le fais-tu parce que tu le veux, ou parce que tu veux le récupérer, demanda Véronique. Quelle est la différence? Il y eut une longue pause. Puis Véronique dit, c'est ça le problème, Michel. Tu ne comprends toujours pas. Je suis resté dans le couloir, les clés toujours à la main, et j'ai senti quelque chose en moi se stabiliser. Une décision que j'avais évitée s'est mise en place. Ce soir-là, je lui ai posé une question. Nous étions assis dans le salon, elle lisant un livre, moi retouchant des photos sur mon ordinateur portable. Si je recommençais à t'apporter le café tous les matins, finirais-tu par trouver ça pathétique à nouveau? Elle leva les yeux, surprise. Non, je ne le ferai pas. Je le jure.
Ne jure pas, réponds simplement honnêtement. Si nous revenions à la situation d'avant, l'apprécierais-tu, ou finirais-tu par le prendre pour acquis à nouveau? Je l'ai regardé se débattre, je l'ai vu vouloir mentir, je l'ai vu réaliser que mentir ne fonctionnerait plus. Je ne sais pas, murmura-t-elle. Merci d'être honnête. Elle posa son livre. Je ne sais pas comment faire ça. Je ne sais pas comment aimer quelqu'un sans m'attendre à ce qu'il fasse tout le travail. C'était la chose la plus honnête qu'elle ait dite en 7 ans. C'est la chose la plus vraie que tu m'aies jamais dite, lui ai-je dit. Je crois que je suis brisé. Tu n'es pas brisé. On ne t'a juste jamais appris que l'amour est un travail. Tu as grandi en obtenant tout ce que tu voulais. Ton père t'a gâté. Tes petits amis t'ont couru après. Je t'ai vénéré. Tu n'as jamais eu à essayer. Est-ce trop tard? Je ne sais pas. La veille de Noël est arrivée. Nous avions atteint l'échéance, plus ou moins. Michel m'a offert un cadeau qui m'a surpris. C'était un album photo, mais pas de nous ou de mes photographies. Elle avait pris mes meilleurs clichés du cours, les avait fait imprimer et relier professionnellement. La couverture disait à travers les yeux de Julien. À l'intérieur, elle avait écrit « J'apprends à voir ce que tu vois. Merci d'être patient pendant que je découvre comment regarder. » J'ai senti quelque chose se fissurer dans ma poitrine, la première vraie brèche dans les murs que j'avais construits. C'est la première chose que tu m'offres qui ne vise pas à obtenir quelque chose en retour, dis-je doucement. Nous avons parlé cette nuit-là, vraiment parlé, la conversation la plus honnête que nous ayons eue de tout notre mariage. Je ne sais pas si je peux être ce dont tu as besoin, dit-elle. Je ne sais pas non plus. Mais ça, j'ai brandi l'album, c'est différent. C'est réel. Le réveillon du Nouvel An est arrivé. L'échéance. Nous étions seuls à la maison. Pas de fête, pas d'amis, juste nous et le poids de cette année. Je sais qu'aujourd'hui c'est le jour, dit-elle. C'est exact. Je n'ai pas de grands gestes. Je n'ai pas de preuve que j'ai changé. Tout ce que j'ai, c'est une prise de conscience. Dis-moi. Et elle l'a fait. Elle m'a parlé de son enfance, pensant que l'amour était censé être facile, de la façon dont son père n'a jamais cessé de la gâter même quand elle était capricieuse, de la façon dont elle avait appris que si quelqu'un vous aimait vraiment, il continuerait à vous aimer quoi que vous fassiez. Au Trocadéro, je n'étais pas seulement embarrassé, admit-elle. J'étais en colère. En colère que tu me mettes en valeur, me faisant passer pour celle qui s'en souciait moins parce que c'était le cas. Et je détestais que tu le rendes si évident. J'ai écouté. Vraiment écouté. Ces 3 derniers mois ont été les plus difficiles de ma vie, continua-t-elle. Pas parce que tu étais cruel et tu ne l'étais pas, mais parce que tu as tendu un miroir et m'as fait voir à quel point tout était à sens unique. Je ne sais pas si je peux être la personne qui aime de la manière dont tu as besoin d'être aimé. Mais je veux essayer, vraiment essayer. Pas pour te récupérer, mais parce que je veux être quelqu'un qui sait aimer correctement. J'ai pris une grande respiration. Il y a 3 mois, j'aurais entendu ça et je t'aurais reprise immédiatement. Mais j'ai changé aussi. J'ai appris que je suis bien tout seul. Mieux que bien. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Nous avons parlé toute la nuit. Pas de reproches, juste de l'honnêteté. Je crois que j'aime la sécurité que tu m'apportes plus que je ne t'aimais toi, dit-elle alors que l'aube commençait à poindre. Je crois que j'aimais l'idée d'être nécessaire plus que je ne m'aimais moi-même. Est-ce que 2 personnes comme ça peuvent y arriver? Je ne sais pas, mais nous devons tous les deux être des personnes différentes de ce que nous étions. Nous avons décidé d'essayer, avec des conditions, thérapie de couple, thérapie individuelle pour Michel, une période d'essai de 6 mois. Je garderai mes limites et mes intérêts indépendants. Elle s'engagerait à une réciprocité sincère, pas à une performance. Nous avons déménagé dans des chambres séparées. J'ai pris la chambre d'amis. Elle a gardé la chambre principale. Repartir de zéro. Cela fait 6 mois depuis cette conversation du Nouvel An. Je suis dans mon studio de photographie maintenant. J'ai transformé mon bureau improvisé en un véritable espace de travail, où je retouche les photos d'une séance pour une entreprise que j'ai faite la semaine dernière. Après avoir investi dans du matériel professionnel et constitué un portfolio, mon activité secondaire décolle vraiment. Michel frappe à la porte. Elle n'entre plus comme ça. Entre.
Elle tient un café. Pas tous les jours, juste quand elle en a envie. Je vais à ma thérapie. On déjeune ensemble après? Je ne peux pas. J'ai une réunion client. La séance photo sur le campus de la Défense. D'accord. Bonne chance. Elle m'embrasse. Ça semble sincère, pas désespéré. Nous sortons en amoureux une fois par semaine. Nous planifions à tour de rôle. La semaine dernière, c'était son tour. Elle nous a inscrits à un cours de cuisine, rien de cher ou d'ostentatoire, juste une expérience partagée, quelque chose qu'elle savait que j'apprécierais. Cette semaine, c'est mon tour. J'ai pris des billets pour voir un groupe qu'elle avait mentionné il y a des mois. Quand je l'ai surprise avec, son visage s'est illuminé. Tu t'es souvenu que je les avais mentionnés. Je suis attentif. J'apprends à l'être aussi. Hier, son collègue Sébastien l'a invité à un apéritif. Elle m'a envoyé un texto, Sébastien m'a invité à sortir. Je lui ai dit non merci. J'ai des projets avec mon mari. J'ai répondu, tu n'as pas à refuser tes amis pour moi. Sa réponse, je sais, mais je veux plus être à la maison avec toi que sortir avec des collègues. C'est nouveau pour moi et j'aime ça. La semaine dernière, en organisant mon studio, j'ai trouvé quelque chose d'inattendu, la photo que le photographe avait prise au Trocadéro avant que tout ne s'effondre. Il avait quand même envoyé les fichiers, pensant que nous pourrions les vouloir un jour. Je l'ai montré à Michel. Nous l'avons regardé ensemble pendant un long moment. Je le vois maintenant, dit-elle doucement. À quel point tu essayais, à quel point tu étais excité, combien d'amour il y avait dans chaque détail. Et moi, je vois à quel point tu avais l'air étouffé. Nous étions dans des relations différentes au sein du même mariage. Sommes-nous dans la même maintenant? La plupart du temps. Nous y arrivons. Ce matin, Michel a demandé si nous pouvions retourner au Trocadéro. Elle a tout planifié, m'a d'abord demandé la permission, mais a gardé les choses simples. Pas de musicien, pas de photographe, pas de production. Juste nous, assis sur le banc où tout a changé, regardant le coucher de soleil peindre l'horizon de Paris en orange et rose. Merci de ne pas avoir complètement renoncé à moi, dit-elle. Merci d'avoir fait le travail. J'apprends encore. Moi aussi. Elle s'appuie contre moi. Je passe mon bras autour d'elle. C'est calme, simple, réel. C'est différent d'avant, dit-elle. Mieux différent, ou honnête différent? C'est différent de manière honnête, et c'est mieux. Je pense à tout le chemin que nous avons parcouru, au fait que nous ne sommes plus le couple que nous étions. Ce couple-là est mort à cet endroit précis il y a 9 mois, mais peut-être que c'était nécessaire. Elle apprend que l'amour est une action, pas seulement un sentiment. J'apprends que les limites ne sont pas des murs. Nous n'y arriverons peut-être pas. Les statistiques ne sont pas excellentes pour les couples qui ont été aussi brisés, mais pour la première fois en 7 ans, nous essayons tous les deux. Pas seulement moi, nous deux. Et ces moments, pathétiques, que je pensais nous unissaient? Il s'avère qu'ils me retenaient. Ce qui nous unit maintenant est quelque chose de plus fort, le respect mutuel, l'effort sincère, la volonté de reconstruire sur les cendres. Certains diront que j'aurais dû la quitter. Peut-être qu'ils ont raison. Mais je ne suis pas tombé amoureux de qui elle était. Je suis tombé amoureux de qui je pensais qu'elle pourrait être. Elle devient enfin cette personne. Et je deviens enfin quelqu'un qui n'a pas besoin qu'elle le soit. Il s'avère que c'est à ce moment-là que nous pouvons réellement nous choisir. Le soleil plonge à l'horizon, et la main de Michel trouve la mienne. Ni désespéré, ni en demande, juste connecté. Même heure la semaine prochaine.